Vous avez peut-être déjà eu cette impression, celle de fournir des efforts sans parvenir à produire les changements que vous recherchez. Vous essayez d'avancer, vous prenez des décisions, vous vous fixez des objectifs, vous faites parfois même des progrès. Puis tôt ou tard, vous avez le sentiment de revenir au point de départ. Alors une conclusion finit par s'imposer souvent. Peut-être que vous manquez de discipline, peut-être que vous manquez de volonté, peut-être même que vous n'êtes tout simplement pas capable de créer le changement que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Cette interprétation est si répandue qu'elle paraît presque évidente, et pourtant, elle repose peut-être sur une erreur de diagnostic. Car lorsque nous observons une situation qui stagne, nous avons tendance à nous demander ce qui nous manque. Nous cherchons une faiblesse à corriger, une qualité à développer, une capacité à acquérir. Mais si le problème n'était pas là exactement, et si ce que nous percevons comme un manque de capacité était en réalité la conséquence d'autre chose, car il existe une différence fondamentale entre ne pas être capable de changer sa vie et essayer de résoudre le mauvais problème. Une difficulté plus discrète, plus profonde et surtout beaucoup plus structurante que vous ne l'imaginez. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Face à une difficulté persistante, l'être humain a tendance à chercher la cause du problème en lui-même. Lorsqu'il peine à modifier certaines habitudes, à atteindre ses objectifs ou à faire évoluer sa situation, son premier réflexe consiste généralement à conclure qu'il lui manque quelque chose. Il lui manquerait davantage de discipline, davantage de volonté, davantage de confiance, davantage de capacité. Cette manière d'interpréter les choses paraît naturelle. Après tout, si nous n'obtenons pas les résultats que nous recherchons, il semble logique d'en déduire que nous ne possédons pas les ressources nécessaires pour les produire. Et pourtant, cette conclusion mérite d'être examinée avec davantage d'attention. Car lorsque nous observons les difficultés que rencontrent la plupart des individus, un constat étonnant apparaît. Bien souvent, ils savent déjà ce qu'ils devraient faire. Ils disposent déjà d'informations suffisantes. Ils ont déjà pris des décisions. Ils ont déjà fourni des efforts. Parfois même, ils ont essayé à plusieurs reprises de changer leur situation. Et malgré tout cela, les changements attendus ne se produisent pas ou alors ne durent pas. Si le problème provenait réellement d'un manque de capacité, comment expliquer que tant d'efforts, tant de connaissances et tant de tentatives produisent malgré tout si peu de changements durables? Cette question est importante car elle nous invite à envisager une autre lecture du problème. Peut-être que la difficulté n'est pas là où nous croyons. Peut-être que ce que nous interprétons comme un manque de capacité n'est en réalité que le symptôme visible d'un phénomène plus profond. En effet, nous avons souvent tendance à évaluer notre vie à partir de résultats isolés, ce que nous avons réussi, ce que nous avons échoué à accomplir, les objectifs abandonnés ou ceux qui ont été atteints. Cependant, cette manière de voir présente une limite importante. Elle nous conduit à concentrer toute notre attention sur l'individu, alors qu'une vie ne se résume jamais à l'individu seul. Une vie est également composée d'habitudes, d'environnements, de priorités, de contraintes, d'influences et d'organisations qui interagissent continuellement entre elles. Autrement dit, avant de conclure que nous manquons de capacité, il est peut-être nécessaire de nous demander
si nous regardons le problème sous le bon angle, car il est possible que ce qui freine notre progression ne soit pas un manque de ressources personnelles. Il est possible que le véritable problème réside dans la manière dont ces ressources s'organisent, s'orientent et s'expriment au sein de notre existence. Pour comprendre tout cela, il nous faut d'abord examiner ce que nous appelons habituellement un manque de capacité. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque nous rencontrons des difficultés répétées? Lorsque nous rencontrons des difficultés répétées dans un domaine de notre vie, nous avons tendance à remettre en question nos capacités. Nous nous disons que si nous n'avons pas réussi à changer notre situation jusqu'à présent, c'est probablement parce qu'il nous manque quelque chose. Une qualité, une compétence, une force intérieure, etc. Cette conclusion paraît raisonnable. Toutefois, résiste-t-elle réellement à l'observation? Prenons un instant pour examiner les faits. La plupart des personnes qui souhaitent améliorer leur situation ne partent pas de zéro. Elles ont déjà appris de nombreuses choses au cours de leur existence. Elles ont déjà surmonté des difficultés. Elles ont déjà développé des compétences. Elles ont déjà accompli des objectifs qui, à une époque, leur semblaient hors de portée. Elles possèdent donc manifestement une capacité d'apprentissage, d'adaptation et d'évolution suffisante. Par ailleurs, lorsqu'une personne affirme qu'elle n'arrive pas à changer sa vie, il est rare qu'elle n'ait jamais rien essayé. Bien au contraire, la plupart du temps, elle a déjà entrepris plusieurs démarches. Elle a lu des ouvrages, elle a suivi des conseils, elle a essayé de nouvelles méthodes, elle a pris des résolutions, elle a tenté d'introduire de nouvelles habitudes. Autrement dit, la compréhension est souvent présente, l'intention est présente, l'effort est présent et pourtant le résultat demeure insuffisant. Cette situation crée naturellement une confusion. Puisque le changement n'apparaît pas, nous concluons que nous ne sommes pas capables. Mais, à y regarder de près, cette conclusion repose sur un raccourci. En effet, l'absence de résultat ne prouve pas nécessairement l'absence de capacité. Elle prouve uniquement qu'il existe un écart entre ce que nous sommes capables de faire et ce qui se manifeste concrètement dans notre vie. Or, cet écart mérite d'être étudié avec attention, car si la capacité existe déjà, alors elle ne peut plus être considérée comme le principal facteur explicatif. Le problème doit donc se situer ailleurs. Cette idée est importante, car tant que nous croyons être le problème, ou en tout cas l'unique problème, nous continuons à chercher la solution au mauvais endroit. Nous cherchons davantage de motivation, davantage de discipline, davantage de volonté, davantage de capacité, alors que la question pertinente est peut-être tout autre. Et si le problème n'était pas que vous n'êtes pas capable de faire le changement que vous souhaitez effectuer? Et si le problème n'était pas dans ce que vous êtes capable de faire, mais plutôt la manière dont cette capacité s'organise et s'exprime dans votre vie. Ainsi, si le problème n'est pas un manque de capacité, alors une autre question apparaît. Qu'est-ce qui empêche une capacité pourtant réelle de produire les effets attendus? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de changer d'échelle d'observation et de porter notre attention non plus sur l'individu isolé, mais sur l'ensemble de sa vie. Jusqu'ici, nous avons regardé l'individu, ses qualités, ses défauts, ses efforts, ses capacités. Cependant, une vie ne se résume jamais à l'individu seul.
Une vie n'est jamais constituée d'un seul élément. C'est un ensemble composé d'habitudes, de priorités, d'obligations, d'environnement, de relations, de contraintes et de choix qui interagissent continuellement entre eux. Or, lorsque nous rencontrons une difficulté persistante, nous avons souvent tendance à considérer chacun de ces éléments séparément. Nous évaluons une habitude, nous analysons une décision, nous cherchons à corriger un comportement particulier, mais nous observons rarement la manière dont l'ensemble s'organise. Pourtant, c'est précisément cette organisation qui détermine en grande partie les résultats que nous obtenons. En effet, une capacité ne s'exprime jamais dans le vide, elle s'exprime à travers une structure de vie. Cette structure dont nous venons de parler, et c'est cette structure qui peut soutenir nos intentions ou au contraire les neutraliser. Prenons un exemple simple pour clarifier ce que nous venons de dire. Une personne peut sincèrement souhaiter améliorer sa santé, par exemple. Elle peut disposer des connaissances nécessaires. Elle peut être motivée. Elle peut même adopter ponctuellement de bonnes habitudes. Mais si son environnement favorise constamment la sédentarité, si son rythme de vie génère de la fatigue chronique, si ses priorités quotidiennes entrent en conflit avec cet objectif, alors ses efforts risquent de produire très peu de résultats malgré la sincérité de cette personne. Le problème n'est alors ni l'intelligence de la personne, ni sa capacité à comprendre ce qu'elle doit faire. Le problème réside dans le fait que différentes forces présentes dans sa vie agissent simultanément dans des directions différentes. Ce phénomène d'incohérence est beaucoup plus fréquent que nous ne l'imaginons. Nous voulons progresser dans un domaine tout en consacrant l'essentiel de notre temps à autre chose. Nous poursuivons un objectif tout en entretenant des habitudes qui le contredisent. Nous disons souhaiter une chose tout en organisant notre quotidien autour d'autre chose. Nous prenons des décisions qui pointent dans une direction, tandis que notre environnement nous attire continuellement vers l'opposé. Ainsi, une vie peut contenir beaucoup d'efforts sans contenir beaucoup de cohérence. Et lorsque cette cohérence fait défaut, la capacité elle-même devient difficile à mobiliser efficacement et logiquement, les résultats deviennent instables. Nous avons alors l'impression de progresser puis de reculer, d'avancer puis de revenir à notre point de départ, de reprendre sans cesse le même combat. C'est pourquoi deux personnes disposant de ressources comparables peuvent obtenir des résultats radicalement différents. La différence ne provient pas nécessairement de ce qu'elles sont capables de faire. Elle provient souvent de la manière dont leur vie est organisée. À ce stade, il devient possible d'entrevoir une autre manière de lire nos difficultés. Peut-être que ce qui nous limite n'est pas l'absence de capacité. Peut-être que ce que nous interprétons comme un manque de capacité est en réalité un problème d'organisation. Peut-être que ce qui nous limite est la dispersion de notre influence entre des priorités, des habitudes et des environnements qui ne convergent pas naturellement les uns vers les autres. Peut-être que nos difficultés ne viennent pas d'une faiblesse fondamentale, peut-être qu'elles résultent simplement d'une structure de vie qui disperse notre influence au lieu de l'orienter dans le sens que nous voulons. Autrement dit, le problème n'est peut-être pas ce que nous sommes capables de faire. Le problème est peut-être la manière dont les différentes forces qui composent notre existence s'organisent entre elles au quotidien. Jusqu'ici, nous avons observé la manière dont une vie est organisée. Mais il existe un autre aspect essentiel à prendre en compte. Une organisation ne se manifeste jamais uniquement dans un instant isolé. Elle se révèle dans le temps. Donc l'aspect essentiel à prendre en compte, c'est la temporalité.
Lorsque nous cherchons à produire un changement dans notre vie, nous accordons généralement une importance particulière aux décisions que nous prenons. Nous pensons qu'une décision claire, forte, suffisamment motivée peut à elle seule transformer une situation. C'est la raison pour laquelle nous attendons souvent le bon moment. Le déclic, la prise de conscience, la décision qui changera tout. Pourtant, si nous observons la réalité avec attention, un autre phénomène se manifeste sous nos yeux. Une décision isolée, aussi sincère soit-elle, produit rarement un changement durable. Elle peut initier un mouvement, elle peut créer une impulsion, mais elle ne suffit jamais à transformer à elle toute seule une direction de vie. Car une vie ne se transforme pas à travers des moments isolés. Elle se transforme à travers une continuité, une répétition, une accumulation progressive de comportements orientés dans une même direction. Autrement dit, ce qui compte n'est pas uniquement ce que nous décidons. Ce qui compte est ce que nous maintenons dans le temps, ce que nous répétons, ce que nous laissons s'installer dans le temps. C'est ici que se produit un glissement fondamental de perspective. Nous avons tendance à croire que chaque décision a un poids équivalent et immédiat sur notre existence. Mais en réalité, toutes les décisions ne s'expriment pas dans les mêmes conditions. Certaines sont suivies d'actions cohérentes, tandis que d'autres sont contredites dès le lendemain. Certaines s'inscrivent dans un ensemble organisé, tandis que d'autres restent isolées et sans continuité. Et c'est précisément cette différence qui produit des écarts de trajectoire extrêmement importants au fil du temps. Par exemple, deux personnes peuvent prendre des décisions similaires, avoir des intentions comparables, partager des ambitions proches, mais si l'une organise ses actions dans une certaine continuité, tandis que l'autre alterne sans cohérence entre des directions différentes, alors leurs résultats finiront par diverger de manière significative, non pas à cause d'une différence de capacité, mais à cause de la manière dont leurs décisions s'inscrivent dans le temps. Ainsi, ce qui transforme une vie n'est pas l'événement ponctuel, ce n'est pas la décision unique, ce n'est pas l'effort isolé. Ce qui transforme une vie, c'est la cohérence silencieuse de ce qui se répète. Et cette répétition n'est jamais neutre. Elle finit toujours par produire une direction, même lorsque celle-ci n'a pas été consciemment choisie. Au final, lorsqu'une personne a le sentiment de ne pas parvenir à changer sa vie, elle interprète généralement cette difficulté comme un manque de capacité. Elle pense ne pas être assez disciplinée, pas assez constante, pas assez forte pour maintenir une direction claire dans le temps. Cette lecture paraît intuitive et pourtant au fil de ce que nous avons observé, elle devient de moins en moins suffisante pour expliquer la réalité. Dans la plupart des situations, les capacités sont déjà présentes. La compréhension est déjà là, les efforts existent déjà, et malgré cela, les résultats ne suivent pas toujours de manière stable. Ce décalage nous oblige à déplacer notre regard. Ce que nous appelons ainsi un manque de capacité ressemble davantage à une absence de cohérence entre les différents éléments qui composent notre vie. Habitudes, priorités, environnement et décisions ne suivent pas toujours une logique commune. Ils coexistent mais ne convergent pas nécessairement. Il est donc possible de fournir des efforts réels sans obtenir de direction clairement identifiable dans sa vie. Ainsi, même une personne capable peut se retrouver dans une situation où ses efforts produisent peu d'effets durables, non pas parce qu'elle est insuffisante, mais parce que ce qu'elle met en œuvre n'est pas intégré dans une continuité suffisamment cohérente dans le temps. Et à ce stade, une idée essentielle commence à émerger. Ce qui compte n'est peut-être pas uniquement ce que nous sommes capables de faire.
ni même ce que nous décidons ponctuellement, mais la manière dont ces éléments s'inscrivent dans le temps et finissent ou non par produire une direction lisible dans notre vie. Autrement dit, il est possible que le problème ne soit pas celui de la capacité, mais celui de l'organisation silencieuse de ce que nous faisons déjà. Et cette distinction, une fois comprise, modifie profondément la manière dont nous interprétons nos difficultés. À présent, la conséquence en est que si ce que nous appelons un manque de capacité est en réalité une question d'organisation et de cohérence dans le temps, alors une question devient inévitable. D'où vient le fait que cette cohérence ne s'installe pas naturellement? Pourquoi, malgré des capacités réelles et des intentions claires, la direction d'une vie reste-t-elle si difficile à stabiliser? C'est cette question qui sera au centre de notre prochain épisode. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées vous parlent personnellement, vous pouvez bien sûr les partager en commentaire, vous êtes les bienvenus. De plus, si certains sujets autour de ces questions de trajectoire, de changement, de capacité ou de transformation vous intéressent particulièrement, je vous invite aussi à les proposer en commentaire. Nous en tiendrons compte pour les prochaines vidéos. Enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.